On s'est tous déjà posé la question en regardant une photo de famille. Comment est-ce possible que mon frère et moi, avec les mêmes parents, on soit si différents? C'est vrai, c'est une question fondamentale. L'un est grand et blond, l'autre petit et blond. Sauf pour les vrais jumeaux, bien sûr, l'unicité, c'est la règle. Mais d'où ça vient? C'est une sorte de loterie? C'est l'une des plus grandes énigmes et beautés de la biologie. Et pour y voir plus clair aujourd'hui, on a un dossier assez costaud. Ah oui, On a des fiches de cours de SVT, des exercices de génétique, tu vas voir, sur des tomates et des petites mouches. d'accord. Des manuels universitaires et même un article de recherche assez pointu sur le sujet. Notre mission est donc claire. On va décortiquer la mécanique du vivant pour comprendre comment la nature s'arrange pour ne jamais faire deux fois le même individu. Exactement. On va plonger au cœur de nos cellules pour comprendre comment le jeu de cartes génétique est constamment battu et redistribué. On parlera de méiose, de brassage. Et de fécondation. Mais avant tout, il faut garder une idée en tête. Laquelle? La reproduction sexuée, c'est un numéro d'équilibriste. D'un côté, il faut de la stabilité. Maintenir l'espèce en quelque sorte. Voilà, s'assurer qu'on transmet bien le bon nombre de chromosomes, le fameux karyotype. Et de l'autre, il faut absolument créer de la diversité, de la nouveauté. Et tout notre sujet est là, dans la résolution de ce paradoxe. C'est ça. D'accord. Alors, par où on commence? Quelle est la toute première étape de cette histoire? Le point de départ, c'est une division cellulaire très spéciale qui a lieu uniquement dans les organes reproducteurs. C'est la méiose. La méiose. Son but, c'est quoi? Son seul et unique but, c'est de fabriquer les gamètes, les spermatozoïdes et les ovules. Et elle a quoi de si spécial, cette division mé? Sa particularité, c'est qu'elle doit diviser le patrimoine génétique par deux. Attends, divisé par deux, pourquoi? On ne veut pas donner tout notre patrimoine à nos enfants? Justement, non. Imagine notre patrimoine génétique comme un jeu de 46 cartes en 23 paires. D'accord, une carte du père, une de la mère pour chaque père. Exactement. Nos cellules sont diploïdes. Elles ont le jeu complet, en double. Si on transmettait ce jeu complet, Le bébé se retrouverait avec 92 cartes? voilà. Et la génération d'après, 184. Ce sera un chaos ingérable. D'accord, je vois. Donc la méiose, c'est le processus qui prépare une main de seulement 23 cartes, une de chaque paire. C'est l'image parfaite. On passe d'un jeu diploïde, complet, à un jeu haploïde, à un seul exemplaire. Et comment ça marche? C'est une double division. Une première, dite réductionnelle, qui sépare les paires de chromosomes. On réduit, d'où le nom. C'est ça. Et une seconde, dite équationnelle, qui sépare les deux copies de chaque chromosome. Et à la fin, À la fin, une cellule de départ donne 4 cellules d'arrivée avec 23 chromosomes simples. Le matériel est prêt. d'accord. Mais si ce n'était que ça, la diversité serait très limitée. Le vrai tour de magie, il se passe pendant cette division. C'est là que le fameux mélange commence. J'ai lu dans les fiches qu'il y a un premier grand mécanisme de brassage, le brassage interchromosomique. Ça sonne un peu technique, c'est vrai. Mais l'idée a l'air assez simple, non? L'idée est très simple et en même temps incroyablement puissante. Reprenons notre jeu de 23 paires de cartes. Oui? Au moment de la première division, les 23 paires s'alignent au centre de la cellule. Et là, pour chaque paire, la cellule va distribuer une carte à gauche et une carte à droite. Et comment elle choisit? Totalement au hasard. C'est-à-dire que pour la paire numéro 1, la carte paternelle peut aller à gauche et la maternelle à droite. Oui. Mais pour la paire numéro 2, ça peut être l'inverse. Et ainsi de suite pour les 23 paires sans aucune règle. Absolument aucune. La distribution de la paire 1 n'a aucune, mais alors aucune influence sur celle de la paire 2 ou de la paire 17. C'est indépendant. Et ça, on peut le voir concrètement. Oui, on a un exercice très parlant sur des croisements de tomates. On croise une lignée pure à gros fruits et sensible à une maladie, avec une lignée pure à petits fruits et résistante. Et j'imagine que la première génération d'hybrides est uniforme. Exactement. Mais c'est quand on croise ces hybrides entre eux que ça devient intéressant. On ne retrouve pas que les combinaisons des grands-parents, c'est ça, hein? C'est ça. On voit apparaître des tomates, petits fruits et sensibles, et gros fruits et résistantes. Des nouvelles combinaisons. Et dans quelle proportion? Et c'est là que c'est fascinant. Sur environ 80 plants, on a à peu près 20 de chaque type. 19, 18, 23, 19. C'est quasiment un quart pour chaque possibilité. Cette équipe probabilité, C'est la signature mathématique du hasard. C'est la preuve que les gènes taille du fruit et résistance sont sur des paires de chromosomes différentes et qu'ils ont été distribués de manière indépendante. c'est clair. Et pour nous, les humains, avec nos 23 paires, ça donne quoi en termes de possibilités? Alors là, accroche-toi. Pour chaque paire, il y a 2 possibilités de distribution. Oui. Comme il y a 23 paires indépendantes, le nombre total de combinaisons est de 2 puissance 23. Attendez. 2 puissance 23. Ça fait plus de 8 millions.
Plus de 8,3 millions pour être précis. C'est incroyable. Rien qu'avec ce premier mélange, chaque être humain peut produire plus de 8 millions de types de spermatozoïdes ou d'ovules différents. C'est bien ça. La probabilité que vous produisiez aujourd'hui un gamète identique à celui qui a donné votre frère est donc de 1 sur plus de 8 millions. C'est fou. Et ce n'est que le début. On n'a fait que distribuer les cartes. Maintenant, on va voir que la nature se met aussi à les découper. Je croyais avoir compris, mais là, ça se complique. On ne se contente pas de mélanger les paires de cartes, on va carrément découper les cartes elles-mêmes pour en échanger des morceaux. C'est l'idée, oui. Mais comment c'est possible? C'est un processus qui porte un nom, le crossing over, ou enjambement. Ça se produit tout au début de la méiose, quand les chromosomes d'une même paire se collent l'un à l'autre. Ils s'appareillent très étroitement. Très intimement. Imagine 2 longs brins de laine, un rouge, le paternel, et un bleu, le maternel. Ils se superposent. Le crossing over, c'est comme si on prenait des ciseaux, qu'on coupait un morceau de chaque brin au même endroit. Et qu'on les recollait sur l'autre brin. Exactement. Du coup, le brin qui était entièrement rouge se retrouve avec une pointe bleue et le brin bleu avec une pointe rouge. On a créé des chromosomes mosaïques. Vous avez parfaitement saisi. On a créé de nouvelles combinaisons d'allèles sur un même chromosome. Et ça arrive souvent? Ça arrive à chaque méiose. Et ce qui est incroyable, c'est que ce n'est pas complètement aléatoire. Ah bon? Non. Un des articles de recherche qu'on a explique qu'il existe des points chauds de recombinaison. Ce sont des zones bien précises du génome où les échanges sont des centaines, voire des milliers de fois plus probables qu'ailleurs. Donc le jeu de cartes est un peu truqué. Le mélange se fait plus à certains endroits qu'à d'autres. C'est un peu ça, oui. L'article cite l'exemple d'un gène chez la souris où la fréquence de crossing over est 2000 fois supérieure à la moyenne. 2000 fois. C'est comme s'il y avait des endroits prédestinés au mélange, peut-être parce que la diversité y est particulièrement avantageuse. La nouveauté est encouragée à des endroits stratégiques. Et ça aussi, on peut le prouver par l'expérience. Oui, et l'exercice sur la drosophile, la mouche du vinaigre, est un cas d'école pour ça. Qu'est-ce qu'on observe? On étudie 2 caractères, l'aspect de l'abdomen et la présence de soie. Si les gènes étaient sur des chromosomes différents, comme nos tomates, on s'attendrait à 4 types de descendants en proportions égales, 25% partout. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on observe. Les résultats montrent 40% d'un type parental, 40% de l'autre, et seulement 10% de chaque type recombiné. Ce déséquilibre, il nous dit tout. Qu'est-ce qu'il nous dit? Premièrement, que les proportions ne soient pas égales prouve que les gènes sont liés. Ils sont sur le même chromosome. D'où la majorité de types parentaux. Ils sont transmis ensemble. Voilà. Et deuxièmement, le fait qu'il existe quand même 20% de descendants recombinés, C'est la preuve irréfutable qu'un crossing over a eu lieu entre les deux gènes, c'est la seule explication possible. qui nous donne plus de 8 millions de possibilités. C'est ça. Et par-dessus, un deuxième brassage, le crossing over, qui modifie les chromosomes eux-mêmes en créant des associations d'allèles inédites. Exactement. Le nombre de gamètes uniques doit devenir... Astronomique. Il le devient. Et pourtant, le coup de grâce, l'amplificateur final de diversité, n'est même pas encore arrivé. La fécondation, la rencontre. Oui. On a donc des millions et des millions de types de spermatozoïdes uniques d'un côté, et la même chose pour les ovules de l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand ils fusionnent? C'est la troisième et dernière loterie. C'est la rencontre totalement aléatoire, elle aussi, entre un gamète mâle et un gamète femelle. N'importe lequel peut féconder n'importe lequel. En théorie, oui. Il faut donc multiplier les possibilités. Alors là, le calcul me dépasse complètement. Il est vertigineux. Une de nos sources le pose clairement. Le nombre de combinaisons pour la cellule œuf, le zygote, c'est le nombre de types de gamètes masculins, soit 2 au cube, Les 8 millions, multiplié par le nombre de types de gamètes féminins, 2 au cube également. ce qui nous donne 2 puissance 46. Voilà. Et 2 puissance 46, ça ne me parle pas du tout comme nombre. C'est grand comment? C'est un nombre qui dépasse l'entendement. C'est environ 70 000 milliards. 70 000 milliards. C'est bien plus que le nombre de grains de sable sur toutes les plages de la planète. C'est juste incroyable. La probabilité que mes parents fassent 2 enfants identiques, hors vrais jumeaux, est donc nulle. Pratiquement nul, oui. Chaque individu est un événement statistiquement unique. C'est fascinant. Ce système a l'air d'une horlogerie de précision, réglée pour maximiser la diversité. Mais un mécanisme aussi complexe, est-ce qu'il a parfois des ratés? Excellente question. Est-ce que le processus peut dérailler? La réponse est oui. Ce n'est pas un système infaillible. Plusieurs de nos sources parlent des anomalies de la méiose. Et parfois, ces accidents sont problématiques. Mais d'autres fois, Oui. ils sont un moteur insoupçonné de l'évolution.
Comment un accident peut-il être un moteur? Prenons le crossing over. On a dit qu'il échangeait des segments, mais parfois cet échange est inégal. C'est-à-dire? Une chromatide donne un peu plus de matériel qu'elle n'en reçoit. Le résultat, c'est qu'un gène peut se retrouver dupliqué sur l'un des chromosomes. On a alors deux copies du même gène? Et quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que la première copie peut continuer à assurer sa fonction essentielle, vitale. Tandis que la seconde est libre. Elle est libre de muter, de changer, sans que ce soit dangereux. Et au fil des générations, cette copie peut acquérir une fonction nouvelle. C'est comme ça que se créent les familles de gènes. C'est un bug qui devient une fonctionnalité en quelque sorte. C'est une très bonne image, mais j'imagine que tous les accidents ne sont pas aussi créatifs. Loin de là. L'accident le plus fréquent, c'est la non-disjonction. La non-disjonction, C'est quand une paire de chromosomes ou de chromatides ne se sépare pas correctement. Une cellule fille se retrouve avec un chromosome en trop et une autre avec un en moins. et si ce gamète anormal participe à la fécondation, le zygote aura un nombre anormal de chromosomes. C'est l'origine des anomalies comme les trisomies, le plus connu étant la trisomie 21. Le système est robuste, mais pas infaillible. On a fait un sacré parcours. Si je résume notre enquête, on est parti de la méiose, cette division qui prépare des mains de cartes génétiques à moitié pleines. C'est ça. Ensuite, on a vu les deux grands mécanismes du mélange. Le brassage entre les chromosomes, qui distribue les paires au hasard, Ce qui crée des millions de possibilités. puis le brassage à l'intérieur des chromosomes, le fameux crossing over, qui découpe et recolle les cartes pour créer des versions inédites, Et pour finir, le coup de théâtre de la fécondation. qui multiplie ces millions de possibilités par des millions d'autres, garantissant que chaque zygote est une combinaison unique. Le mystère de l'unicité est résolu. Il est résolu, oui, c'est le résultat de ces 3 loteries successives. C'est une conclusion très claire, on comprend pourquoi on est tous uniques. Tout à fait. Mais avant de terminer, j'ai une dernière idée à méditer. Une piste soulevée par l'article de recherche sur les points chauds. Je vous écoute. Il mentionne que les fréquences et même les localisations de ces fameux points chauds de recombinaison peuvent être différentes entre la méiose qui produit les spermatozoïdes et celle qui produit les ovules. Ah oui, intéressant. C'est-à-dire que les règles du mélange ne sont pas exactement les mêmes chez l'homme et la femme. C'est ce que ça suggère. Et ça soulève une question fascinante. Si la manière dont le mélange génétique se fait n'est pas identique chez le mâle et la femelle d'une même espèce, qu'est-ce que ça peut bien nous dire sur les différentes pressions évolutives qui s'exercent sur la création de la diversité? C'est une excellente question. Peut-être que le comment nous nous mélangeons est en fin de compte aussi important pour l'évolution que le simple fait que nous nous mélangions.